Dallas Mavs France, le podcast. On continue la série donc de podcasts de rentrée avec, après le podcast sur le résumé saison 2018-2019 que je vous invite à aller voir ou écouter si vous ne l'avez pas fait, un second podcast sur l'intersaison pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé entre le 1er juillet 2019 et aujourd'hui, c'est-à-dire début septembre 2019, tous les moves qui ont été faits, quel argent on a dépensé, et où en sont un petit peu nos finances et où en est notre roster à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors cette intersaison, on le sait, elle a été complètement folle. C'était la plus folle qui ait jamais eu sûrement en NBA. Et il est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler des Mavericks par rapport à certaines autres équipes. Néanmoins, notre été a été quand même un petit peu mouvementé. Il y a eu de l'actualité en tout cas. C'est pas comme certaines franchises où il s'est vraiment rien passé. Mais c'est peut-être passé un petit peu sous les radars. Donc aujourd'hui, on va analyser tous les moves qui se sont passés. On va revenir dessus. Donc il faut savoir que l'intersaison de Mavericks a été un peu spécial parce qu'on avait beaucoup d'argent. On avait assez d'argent dans le salary cap pour recruter un joueur avec un contrat max, pour investir dans un contrat max dans un joueur où nous n'avions pas les bird rights. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que les bird rights, évidemment je vous invite à aller voir le podcast qui traite de l'intersaison, de comment effectuer une free agency qui a été faite sur la chaîne, ça vous expliquera tous les petits détails. On peut continuer maintenant que la petite auto-promo est faite. Et donc on avait plein d'argent pour recruter un gros joueur. Et donc, qui dit beaucoup d'argent, dit aussi beaucoup d'attentes, d'attentes de la part des fans. Et c'est ce qui s'est passé. Dans toute cette intersaison, il y avait quand même 3 choses principales, à mon sens. 3 objectifs à accomplir. Le premier est tout simple. C'était de verrouiller Kristaps Porzingis. Il était free agent, on le savait, donc c'était de le verrouiller sur du long terme. Le deuxième objectif, c'était de recruter un gros free agent pour entourer Luka et Porzingis si on arrive à le re-signer. Et le troisième objectif, c'était de faire des prolongations et des petites signatures intelligentes pour compléter l'effectif de le Dallas Mavericks. Donc on va voir point par point comment se sont passées ces 3 phases. Donc on commence tout d'abord avec Kristaps Porzingis. Ça a été fait dès les premières minutes de la free agency, le 1er juillet à minuit heure française. On a eu la notification, on le savait même avant. Kristaps a prolongé pour un contrat maximum de 158 millions sur une durée donc de 5 ans, vu qu'on avait ses bird rights. La petite déception, c'est que la 5e année est une player option, ce qui veut dire que s'il se remet bien de sa blessure au genou, il risque de ne pas être là la 5e année et de devenir free agent pour signer un nouveau contrat. Donc d'un côté, j'espère que c'est ce qui va se passer, mais de l'autre, voilà, il faut se dire qu'on l'a plutôt verrouillé sur 4 ans, Kristaps Porzingis. Néanmoins, c'était un objectif très important. Je pense que c'était l'objectif principal, parce que ça nous permet de verrouiller nos 2 Européens, nos 2 jeunes avec un très haut potentiel pendant de nombreuses années, donc 4 ans comme j'ai dit pour Porzingis, et Doncic, bien qu'il soit free agent dans 3 ans, c'est sûr qu'on va lui proposer une prolongation max dans 2 ans à la fin de sa 3e année. Donc l'important est là, c'est qu'on a verrouillé nos 2 superstars, nos 2 futurs superstars, pour les années à venir, et on va pouvoir construire autour de ces 2 Européens. Alors, en fait, ça semblait tellement logique que ça n'a pas forcément été, je pense, célébré à sa juste valeur, ce move. On ne se rend pas compte que c'est quand même hyper important qu'il ait prolongé, parce que s'il était parti, et ça aurait dire qu'on aurait échangé Dennis Smith et surtout 2 tours de draft 2021 et 2023 pour rien, enfin contre Tim Hardaway Jr. si vous voyez ce que je veux dire, ça aurait été vraiment pourri. Donc c'est bien qu'on ait verrouillé Kristaps Porzingis. Première étape, premier objectif, verrouillé. Le deuxième objectif, c'était donc de signer un gros joueur pour compléter nos 2 Européens et former un Big Three. Effectivement, on avait l'argent pour signer un joueur avec un contrat max. Pas obligé contrat max, mais bon, on aurait pu aussi signer un joueur un petit peu en dessous, mais en tout cas un gros joueur. Par exemple, Julius Randle aurait pu être une addition qui compte dans cette catégorie-là, de joueur qui n'est pas au max, mais qui est quand même très important. Eh bien, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur Kemba Walker. Il y en a eu aussi un petit peu sur Al Horford. On sait qu'en fait, on était peut-être les 2e ou les 3e que le joueur intéressait. Et au final, on n'a pas été choisi. Il n'y a aucun joueur, aucun gros free agent qui est venu chez nous.
Alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau à Dallas, de toute façon, ça fait combien d'années que les gros free agents sont dans les rumeurs et au final ne viennent pas. Donc bon, on est habitué, mais à chaque fois on se fait des faux espoirs et à chaque fois on se retrouve un petit peu déçu. Donc bon, c'est dommage, parce qu'on est vraiment de l'argent à exploiter, et il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui avaient autant d'argent, et on n'a pas trop su l'exploiter, je trouve. Donc effectivement, l'objectif numéro 2 de recruter un gros free agent, celui-là il n'est pas rempli. Néanmoins, c'est à mon sens moins grave que prolonger Porzingis, parce que Luka et Kristaps, ils peuvent éventuellement, s'ils sont très bien entourés avec les joueurs à côté, nous faire avoir une équipe prétendante au titre d'ici quelques années. S'ils sont effectivement au niveau qu'on les attend, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'une troisième superstar, plutôt d'être très bien entouré avec des joueurs, par exemple comme un ailier défenseur qui met ses trois, Robert Covington par exemple, pourrait aider l'équipe à franchir un cap sans qu'on ait besoin d'une troisième superstar. Bref, on s'éloigne un petit peu. L'objectif numéro 2, avoir un gros joueur à côté de nos deux Européens, lui, il est raté. Enfin, l'objectif numéro 3, donc comme je vous ai dit, c'était de faire des resignatures et des signatures intelligentes. Donc qu'est-ce que j'entends par intelligent? C'est-à-dire avoir un bon rapport qualité-prix pour se permettre, d'ici 2 ans, quand Tim Hardaway Jr. et Courtney Lee ne seront plus là, d'être agressif à la Free Agency 2021. Parce qu'on sait que la 2020, elle est relativement peu intéressante pour nous. En revanche, la 2021, elle va être assez folle. Donc si on a de l'argent à cette période-là, et qu'on a Porzingis et Doncic qui ont pris 2 ans d'expérience en plus, on va pouvoir avoir une position très intéressante. Et c'est, je pense, ce que le front office y vise, être agressif à l'été 2021. Donc, il fallait pour ça que cet été-là, maintenant, là, on négocie des contrats faibles, qui ne soient pas des poids morts pour le futur, et c'est, je pense, ce qu'on a fait. Donc on va revenir tout d'abord sur les resignatures. Ils reviennent pour pas cher. On a donc 3 joueurs principaux. Maxi Kleber, tout d'abord, qui est un jeune, relativement, il a 27 ans quand même. Mais c'est un joueur qui, on ne dirait pas qu'il a 27 ans, on le pense plus jeune en fait, mais qui est très intéressant en défense, qui a beaucoup d'énergie, qui a su s'améliorer cette année en attaque, et qui va être un élément clé pour notre second unit. On a vu qu'il a vraiment bien marché l'année dernière avec Barea, et comme je l'ai dit, dans une équipe, on le verra dans la preview, qui est faible défensivement comme Dallas, il nous faut des défenseurs, et heureusement Maxi Kleber est là, parce que vous pouvez le voir en faisant rapidement le point sur le roster à l'intérieur, défensivement c'est le seul joueur qui est bon en fait parmi nos intérieurs. Donc Maxi Kleber il revient pour 4 ans pour un montant de 34 millions, donc c'est peu, moins de 10 millions l'année, avec en plus la 4e année qui est une team option, donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc voilà, 8 millions d'années pour ce joueur-là, en sachant que d'année en année, le salary cap va ne faire qu'augmenter. Pour moi, c'est un très bon deal. Il va nous servir, et il pourrait éventuellement, j'espère pas forcément, être un argument de poids pour un futur trade avec une autre équipe. Dans le même domaine, donc à l'intérieur, on a Dwight Powell, donc on l'a pas vraiment re-signé, on l'a prolongé, donc c'est un petit peu différent. Il avait une team option de 10 millions, une player option de 10 millions cette année. Il a décidé de la prendre, donc c'est-à-dire que la saison qui va arriver là, il va être payé donc 10 millions. Et ensuite, après cette saison-là, il a fait une prolongation de 33 millions sur 3 ans. Donc en fait, là, il est verrouillé pour les 4 prochaines années, pour un montant d'environ 40 millions. Donc pareil, voilà, 10 millions l'année. C'est un deal, un rapport qualité-prix un peu moins bon que Maxi, mais ça reste aussi intéressant, parce que Dwight en attaque, c'est un complément parfait à Kristaps Porzingis. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément le shoot, par contre, il va avoir la vitesse et la science du pick and roll pour aller attaquer le cercle de manière agressive. Qui est vraiment intéressante, et là on a vu que avec Doncic ou Barea il apportait beaucoup, il permettait d'avoir du mouvement. Donc avec un joueur comme Porzingis, c'est à mon sens en attaque un joueur très intéressant à avoir de notre roster, donc je suis bien content qu'on l'ait aussi re-signé pour ce montant-là. Au-dessus, ça aurait été peut-être un petit peu cher. Et enfin, la 3e re-signature qu'il y a eu, c'est une double joie pour moi, parce que déjà on verrouille, il y a un joueur qui est jeune et très intéressant, et surtout on verrouille le petit chouchou du compte, le seul, l'unique, le second GOAT, Dorian Finney-Smith, qui reste à Dallas. Donc ça, c'était un petit peu un stress, hein. Je voulais pas le voir aller dans une autre franchise, ça aurait été vraiment très dur de devoir jouer contre lui. Et ben non, il reste à Dallas, il a re-signé pour 3 ans, et le montant est un petit peu
un petit peu ridicule presque pour lui, parce qu'il a signé seulement pour 12 millions sur 3 ans, c'est-à-dire 4 millions à l'année, alors que c'est vraiment un joueur que je voyais à au moins le double. Et voilà, donc que dire. Là, on a fait vraiment un très bon deal. J'ai l'impression que le pauvre, il s'est un petit peu fait avoir. Je suis sûr qu'il aurait pu avoir plus dans d'autres franchises. Donc après, peut-être qu'il est bien à Dallas, et j'espère que c'est le cas. Dans tous les cas, il est là pour 3 ans, il est jeune, c'est un bon défenseur, comme je l'ai dit avec Kleber, on en a peu dans l'équipe, donc quand il y en a un qui se présente, eh ben, il faut le garder. Et pour moi, il fait partie des 3 joueurs qui sont bons en défense, Kleber, Dorian Finney-Smith. Et le troisième, on va en parler juste après, c'est un qu'on a recruté. Donc c'est bien qu'on l'ait re-signé pour si peu, et donc il est là pour 3 ans. Enfin, petite re-signature un petit peu moins importante, donc Barria qui revient pour 1 an au minimum, 2,5 millions. Donc il s'est fait le temps d'Achille, grosse blessure pour un joueur de son âge, notamment en 34 ans. Mais au vu de la saison qu'il a faite la saison dernière, qui était une des meilleures de sa carrière, et je n'exagère pas, la seconde unité était exceptionnelle grâce à lui. On avait le meilleur banc de NBA avec les Clippers avant sa blessure. Et bien on se devait de le re-signer. On verra comment il se remet de sa blessure. Et au pire, s'il ne se remet pas du tout, eh ben, il ne coûte que 2 millions l'année. Il n'est engagé qu'1 an, donc on le coupe. Néanmoins, Barria, ça reste le dernier survivant de 2011 maintenant, donc il y a quand même une attache un petit peu sentimentale, tous les fans l'adorent. Donc c'est super cool qu'il soit de retour 1 an avec nous, et j'espère qu'il va se remettre de sa blessure, et pouvoir jouer 15-20 minutes en sortie de banc et apporter beaucoup. Parce qu'en création, c'est un joueur qui est très intéressant. Enfin, c'est pas une prolongation, mais l'année de Ryan Broekhoff était pas garantie. On a choisi de ne pas le couper. Donc, en fait, sa garantie sur l'année, c'était une sorte en fait de team option. Donc, on a choisi de le garder. Donc, le sniper australien, le joueur qui ne ressemble pas du tout à un joueur de basket, restera avec nous l'année prochaine. Il sera free agent à l'été 2020, du coup. Donc tout ça, on voit que ce sont des prolongations que je qualifie toutes d'intelligentes, parce qu'elles s'inscrivent dans la continuité, garder un petit peu ce noyau, garder ces jeunes joueurs qui vont grandir autour de nos 2 stars. Et donc tout ça, c'est des points positifs. Vraiment quelque chose, je pense, que le front office a bien fait, a bien géré. Et au niveau donc des re-signatures, c'est globalement quelque chose d'assez positif qui ressort. Donc on va maintenant voir avec tout l'argent qu'on avait, parce que je vous ai dit qu'il y avait de quoi signer un contrat max parmi les joueurs où on n'avait pas de birthright. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent du coup, vu qu'on n'a pas signé de joueur avec un contrat max, qu'est-ce qu'on en a fait? Donc avec cet argent, on a fait 3 signatures, on a signé 3 joueurs. Donc la première signature, c'est celle de Steph Curry, quoi, je pourrais même dire une re-signature, parce qu'il a déjà joué à Dallas, il a produit une année très intéressante, qu'il considère lui-même comme une de ses meilleures années en carrière. Et donc le petit frère de Steph revient à Dallas et signe pour 32 millions, sur 4 ans. Donc pareil, un montant vraiment intéressant, 8 millions l'année seulement pour ce joueur qui, en sortie de banc, peut être très intéressant offensivement. Il tourne à plus de 45% à 3 points, dans les angles, il est presque à 50% même. Donc avec un joueur comme Luka Doncic à la passe, je pense que le petit Steph, il va vraiment se régaler. Et de notre côté, c'est une signature intelligente. Il pourrait être mis aussi dans un trade, c'est un joueur qui pourrait intéresser certaines équipes. Bref, tout ça, c'est du positif pour Steph Curry. Et donc, je suis bien content qu'il revienne. Il avait fonctionné avec Rick Carlisle. Carlisle l'a beaucoup aimé. Et Steph avait bien aimé jouer à Dallas. Donc, c'est cool que l'aventure se prolonge pour lui. Ensuite, on a le géant, la mascotte, Boban Marjanovic, qui joue actuellement avec la Serbie. Donc, peut-être que quand vous l'écouterez, la Serbie sera championne ou pas. Mais Boban Marjanovic, donc le Serbe, qui signe pour 2 ans. C'était vraiment une bonne surprise et je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. Pour 2 ans à Dallas et pour un montant vraiment léger. Il signe pour 7 millions seulement. Donc bon, 3,5 millions l'année. La prise de risque est vraiment minime. Et comme on l'a vu avec les Clippers, notamment, c'est un joueur qui, sur 10 minutes, peut vous détruire une raquette adverse s'ils n'ont pas un joueur qui sait jouer Boban. Alors autant des fois il va être inutile, et autant des fois il va apporter énormément sur un court temps de jeu, et je pense que Carlisle va réussir à bien l'utiliser dans ce cadre-là. Donc Boban, c'est une bonne signature. C'est un joueur de saison régulière, je pense qu'en playoff il est très difficilement, on peut difficilement le faire jouer. Mais en saison régulière, c'est intéressant de l'avoir dans notre équipe. Et puis, il faut avouer qu'au niveau pour les fans, on va beaucoup aimer le voir jouer. Je pense qu'on va pas mal se marrer avec lui. Enfin, la grosse signature de l'été, c'est ce qui montre qu'au final, notre été n'était pas extrêmement mouvementé en termes de grosses signatures. C'est parce que c'est Delon Wright qui correspond, on va dire, à notre plus grosse venue chez nous. Donc, Delon Wright, le meneur qui jouait avant à Toronto et puis qui a été tradé à Memphis en cours de saison, qui a effectué donc
des triple-doubles contre nous d'ailleurs cette saison, s'engage à Dallas, donc via un sign and trade, on envoie un second tour de draft à Memphis. Il s'engage sur une durée de 3 ans et un montant de 27 millions de dollars. Pour le coup, c'est peut-être mon interrogation sur nos signatures. Je sais pas trop ce qu'il va donner. Autant c'est un joueur, je suis assez convaincu qu'il peut apporter pas mal en second unit, en sortie de banc. Après, est-ce qu'il a les épaules pour être titulaire? Ça, c'est une autre question. Donc, on va bien voir cette saison, parce qu'on n'a personne de mieux que lui pour le faire jouer à son poste. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est un bon défenseur sur les meneurs. Et on en a tellement peu dans l'effectif qu'on ne peut pas se permettre de ne pas le faire jouer. Effectivement, par séquence, il serait intéressant d'avoir Jalen Brunson à la main, mais en général, dans le 5 de départ notamment, il nous faut quelqu'un qui sache défendre sur les meneurs adverses, les meneurs très forts, et ça sera Delon Wright à mon sens, parce qu'il ne faut pas que Luka se fatigue sur eux. Alors déjà la défense n'est pas forcément son fort. Donc Delon Wright en défense, il va faire le taf, ça c'est sûr. Mais offensivement, qu'est-ce que ça va être? C'est vraiment l'interrogation. Est-ce qu'il va réussir à profiter des ballons qu'on lui donne? Parce qu'il n'en aura pas autant que ce qu'il avait par exemple à Memphis. C'est Doncic qui va quand même mener l'attaque en grande partie. Donc comment est-ce que Carlisle va l'utiliser? On sait qu'en catch and shoot, de ce que j'ai pu voir, ce n'est pas forcément sa grande force. En pénétration, il est intéressant, mais c'est pas non plus un atout très important chez lui. Donc j'attends de voir ce qu'il va donner en attaque. Pour l'instant, voilà, je lui laisse le bénéfice du doute. Je pense tout de même qu'il n'a pas le calibre d'un starter et que c'est le genre de joueur qui, à l'avenir, on devrait éviter d'avoir en tant que titulaire si on veut avoir une équipe extrêmement compétitive. J'espère qu'il va me faire mentir. On a vu que dans son contrat, il y avait plusieurs conditions. Il gagnait des bonus si notamment il était MIP. Donc s'il a eu ces bonus-là, ça veut dire que le coach compte lui donner beaucoup de minutes. Donc on va pouvoir se faire un avis assez rapidement sur Delon Wright, voir ce qu'il donne. Il a l'air d'être parti pour être un Dallas Mavericks pour 3 ans. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner. Je sais pas trop ce que vous en pensez, donc dites-moi par rapport à Delon Wright, qu'est-ce que vous attendez de ce joueur et quelle serait pour vous une saison réussie pour lui. Enfin, on a dernière petite signature, c'est donc Isaiah Roby, notre rookie de second tour, qu'on a signé pour 4 ans. Donc ce qui est bien avec les rookies de second tour, c'est qu'on les paye peu cher, environ 1,5 million l'année, et les 3e et 4e années ne sont pas garanties, donc si il est mauvais, on le dégage, et s'il est bon, ça nous fait un joueur qui est sympa, avec un contrat minime. Je vous renvoie à Jalen Brunson, vous pouvez regarder son contrat, on va le payer 1,4 million pendant les 3 prochaines saisons à venir, c'est même un peu ingrat par rapport à ce qu'il va apporter. Donc voilà, Isaiah Roby qui complète, qui nous fait notre roster de 15 joueurs. Vous rajoutez à ça donc Antonius Cleveland et Josh Reeves qui ont été signés tous les deux en two-way contracts. Kostas Antetokounmpo et Daryl Macon ont été remerciés, on va dire. Et vous avez donc le roster de 15 joueurs plus les 2 joueurs de G-League, ce qui compose notre intersaison. On fait un petit point rapide sur les joueurs qui sont partis. Il y a Trey Burke qui est parti donc à Philadelphie, qui a signé un contrat de 1 an au minimum vétéran, il me semble. On a ensuite 3 autres joueurs qui sont partis, qu'on ne reverra plus en NBA, je pense. Salah Mejri, qui est parti, là, il a fait un bon mondial avec la Tunisie, mais je pense pas qu'on le reverra en NBA. Peut-être il va retourner en Europe. Il a 31 ans, le pivot tunisien. On a Devin Harris qui a 34 ans, a, je pense, fait sa dernière saison à Dallas. Donc un bon joueur qui aura passé la bonne partie de sa carrière à Dallas, aussi à Brooklyn. Qui restera un bon gars, qui nous laissera des bons souvenirs. Et évidemment, je n'ai pas encore prononcé son nom du podcast. Vous vous disiez, tiens, ça va être le premier podcast sans qu'on entende le nom de Dirk Nowitzki. Et non, évidemment, je suis obligé de placer un petit mot pour lui, juste pour dire que il est parti donc à la retraite. Néanmoins, on risque de le revoir parce que lors de notre intersaison, nous avons fait l'acquisition de 2 silhouettes de Dirk Nowitzki qui se situent à des endroits de notre parquet. Donc pendant 41 matchs cette saison, nous aurons l'honneur de voir sa silhouette pendant nos matchs. Donc voilà, c'était un débriefing rapide sur notre intersaison. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair maintenant si vous n'aviez pas tout suivi sur ce qui s'était passé à Dallas. Et puis surtout, c'est un podcast qui, je pense, peut être intéressant pour aborder le prochain qui sera sur une preview détaillée de la saison qui est à venir. Comme ça, là, vous avez toutes les clés de tous les joueurs qui composent l'effectif. Si vous étiez sur YouTube, je vous ai mis les images des contrats pour que vous y voyez plus clair. Si vous êtes en audio, allez voir sur Internet les détails des contrats si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi le podcast si vous êtes encore là.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire les choses qui vous ont plu, qui vous ont pas plu. Et puis je vous dis à une prochaine, très rapidement, pour donc le 3e podcast qui compose ce trio de rentrée, avec donc une preview détaillée de la saison à venir. Merci à tous et à plus. Vive les Mavs.